Les amis, avant que cette vidéo ne commence, il faut que je vous raconte une petite histoire sur moi. Vous allez voir, vous allez apprendre plein de trucs sur Julano. Il y a quelques années déjà, je travaillais dans une petite supérette et en même temps je passais mon permis de conduire. Et figurez-vous que pendant que je passais mon permis de conduire, la dame qui s'occupait de moi à ce moment-là m'a parlé dans une langue étrangère. Étant donné que je ne parlais pas cette langue, humblement je me suis dit bah tiens, je vais pas y répondre. L'erreur. Je me suis fait engueuler comme si j'étais un sale gosse qui n'avait pas appris la langue du pays. Et c'est là où je me suis dit, pas folle la yep, il est temps d'aller vérifier d'où je viens. Et c'est là où je me suis inscrit sur MyHeritage. J'ai fait mon arbre généalogique, j'ai cherché mes ancêtres et figurez-vous que, bah en fait, non, pas du tout, je ne suis pas libanais. Néanmoins, c'est MyHeritage qui nous soutient sur cette vidéo. MyHeritage, c'est un site qui va vous permettre de recréer votre propre arbre généalogique et qui va aussi vous permettre de croiser 20 milliards de documents différents. Ça peut aller des avis de décès, de naissance, de mariage, des documents militaires. Je sais qu'il y a beaucoup de grands-parents qui se sont mariés à l'époque où l'homme est parti à la guerre. Par exemple, moi, je sais que mes deux grands-parents étaient dans la Légion étrangère et ont fait la guerre d'Algérie. Et du coup, c'est ce genre de documents que vous pouvez retrouver sur le site. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez retrouver énormément d'informations sur vos ancêtres qui sont potentiellement finito, mais aussi sur des gens de votre famille que vous ne connaissez tout simplement pas. En plus de ça, vous avez une technologie d'intelligence artificielle qui vous permet de recoloriser vos vieilles photos, d'améliorer leur qualité, mais aussi de les animer. Donc en fait, donner vie à de vieilles photos que vous avez peut-être avec vos grands-parents. Par exemple, moi, on m'a déjà dit que je ressemblais à Stallone quand il était dans son service militaire. Et du coup, bah, je vais l'uploader sur MyHeritage et le résultat était que je ne ressemble pas à Stallone dans son service militaire. MyHeritage est le premier site d'historique familial qui vous permet de découvrir des trucs absolument fous sur votre famille. Par exemple, saviez-vous que j'ai un cousin qui est joueur pro dans la NHL? C'est vrai en plus. Il s'appelle Roberto Longo et c'est mon petit cousin. Donc à un moment donné, ce mec-là se retrouve sur le même arbre généalogique que moi. Néanmoins, il y en a un des deux qui a quand même un petit peu mieux réussi que l'autre. Il y en a un qui frappe avec une béquille dans un pancake congelé. Vous avez aussi une fonctionnalité qui est vachement sympa, ça s'appelle Instant Discoveries et ça vous permet instantanément de découvrir des gens qui sont potentiellement de votre famille. Vous pouvez ensuite voir leur profil, leurs photos, les gens avec qui ils sont amis, donc potentiellement des gens aussi de votre famille. Vous pouvez aussi les ajouter en amis et les contacter. Donc ça peut être une super méthode, surtout là dans les fêtes, de pouvoir se retrouver, de reconnecter avec des gens qu'on avait peut-être perdu de vue ou qu'on n'avait jamais connus. En cliquant sur le lien en description, vous avez 14 jours d'essai gratuit. Et merci encore à MyHeritage de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. Vous êtes sûrement déjà tombé sur des photos, des vidéos ou des posts qui vous ont choqué. Que ce soit par pur hasard et malchance au détour d'une vidéo TikTok, Instagram ou YouTube qui montrait du contenu violent ou effrayant qui était passé entre les mailles du filet de la plateforme, soit parce que vous vouliez délibérément regarder ce type de contenu. Dans tous les cas, on vous a mis devant les yeux, et parfois sans trop vous demander votre avis, un truc qui vous a fait flipper. Maintenant, la question est la suivante. Si on cherche bien, qu'on va dans les recoins les plus sombres, qu'on cherche délibérément à trouver des histoires que personne ne connaît ou que tout le monde semble avoir oubliées, que personne n'a entendu ou n'a vu au détour d'une vidéo TikTok, Insta ou YouTube. Si on cherche au plus profond des sites internet que nous connaissons pourtant tous, qu'est-ce qu'on y trouve? La réponse est plutôt simple. On y trouve des mystères cachés dans les recoins d'internet. Notre première histoire nous emmène à un post assez obscur qui a été publié sur Reddit en septembre 2020. L'histoire, elle a été racontée sur le subreddit Legal Advice alors que l'auteur original cherchait de l'aide sur une situation qui se produisait avec son voisin. Bon, on a tous déjà eu des problèmes avec nos voisins, c'est des choses qui arrivent, mais vous allez voir que lui, c'est quand même assez inattendu ce qui lui est arrivé. Le subreddit Legal Advice, comme son nom semble l'indiquer, permet à n'importe qui de poser des questions relativement simples concernant la légalité d'un tas de choses et d'obtenir une réponse rapide de la part des gens qui s'y connaissent un petit peu plus que vous et moi. L'auteur a décrit la situation comme suit. Je vis dans un duplex avec mon mari et mon fils, qui n'a que quelques mois. Mon beau-père est propriétaire de la moitié du duplex et nous le louons. Et l'autre moitié appartient à une femme plus âgée et à sa fille adulte. Mon beau-père connaît la dame qui loue l'autre moitié du duplex depuis plus de 15 ans et nous a dit avant d'emménager que sa fille était malade mentalement et qu'elle avait parfois de fortes idées délirantes qui avaient causé des problèmes avec des locataires précédents. Apparemment, les derniers locataires ont dû faire l'objet d'une ordonnance civile anti-harcèlement à l'encontre de la jeune fille, mais ils ont fini par déménager car les comportements de celle-ci n'ont absolument pas cessé. Apparemment, les voisins les ont accusés d'avoir kidnappé et abusé de leur enfant ainsi que de leur chien. Mon mari et moi avons ramené notre fils à la maison il y a quelques mois et nous n'avons eu aucun problème avec les voisins jusqu'à il y a environ
2 semaines. Elle a commencé à frapper et à jeter des objets sur les murs quand notre fils pleurait. Elle nous a crié dessus, mais je n'entends généralement pas ce qu'elle dit à cause du bébé qui crie. Et mes 2 chiens sont devenus absolument fous à cause des coups. C'est le chaos absolu et ça a aggravé mon anxiété postpartum. Pour ceux qui ne le savent pas, en gros, l'anxiété postpartum, en fait il s'agit des 6 semaines qui vont suivre un accouchement et qui peuvent du coup être assez compliquées à vivre mentalement et physiquement pour la femme qui a accouché. Et du coup c'est dans cette période assez compliquée que la personne qui écrit le post Reddit se trouve. Chaque fois que le bébé pleure, je ressens une panique intense, attendant que les cris et les coups commencent. Nous avons appelé la ligne de police non urgente 2 fois quand je ne pouvais plus gérer et que je me sentais proche de la crise de nerfs. Et la première fois qu'ils lui ont parlé, elle a diminué la fréquence des coups, peut-être une fois tous les 2 jours. Mais ce soir, elle a recommencé et c'est pire que jamais. La qualité de l'air est si mauvaise en ce moment à cause des incendies que je ne peux pas laisser les chiens sortir trop longtemps pour les empêcher d'aboyer. Et les aboiements font pleurer le bébé plus fort, ce qui fait crier les voisins et les fait frapper sur les murs. L'officier à qui j'ai parlé dit que nous pouvons essayer d'obtenir une ordonnance civile anti-harcèlement, mais ils savent pertinemment que ces comportements n'avaient jamais cessé après que les derniers locataires aient essayé d'obtenir cette fameuse ordonnance. Et il nous dit que son conseil officieux serait de vivre ailleurs. Est-ce vraiment ma seule solution? Nous ne pouvons pas nous permettre de déménager, mais je ne peux pas continuer à vivre comme ça. En réalité, le message il a suscité un engagement assez faible, et l'histoire est simplement passé sous silence. Les internautes présents sur le subreddit n'y prêtant pas beaucoup attention, et ceux qui ont répondu ont eu une réaction, étrangement, assez mitigée. Il y en a certains qui vont sympathiser en fait avec leurs voisins en expliquant que partager un mur avec un bébé qui crie tous les jours n'est pas une situation très amusante. Et surtout avec quelqu'un qui a une maladie mentale qui semble réagir négativement aux stimuli assez bruyants. Ils protègent donc la voisine et sa fille. Tandis que de l'autre côté, on va quand même trouver des réponses disant que leurs voisines sont quand même assez inquiétantes. Parce qu'il était clair que le comportement s'est empiré avec le temps. Et qu'on se demande donc à juste titre jusqu'où ça peut aller. Mais quel que soit le côté que ces internautes ont pris, ils semblent tous être d'accord sur une chose. Il n'y a pas grand chose à faire, à part simplement déménager. Le message est rapidement tombé dans l'obscurité sans vraiment avoir été résolu, se perdant rapidement dans le contenu infini de Reddit. Mais vous allez voir qu'étonnamment, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En fait, près de 7 mois plus tard, une mise à jour va se faire, mettant en lumière ce qui était autrefois qu'une banale histoire de voisinage. Le post disait « Mise à jour, un voisin cogne sur le mur du duplex partagé quand bébé pleure ». Et voici ce que le post Reddit va nous apprendre. Mon premier article n'a jamais attiré beaucoup d'attention, mais le résultat a été assez violent. En octobre 2020, mon mari et moi louions un duplex à mon beau-père possédant la moitié où nous vivions. Nous avons ramené notre fils de l'unité de soins intensifs néonatales à la maison en août. Et vers la fin de septembre, la voisine, une femme de 40 ans, a commencé à frapper sur le mur mitoyen dès qu'elle l'entendait pleurer. Le martèlement contre le mur s'est intensifié au cours des 2 mois suivants. La voisine a acheté un mégaphone pour crier à travers le mur et a menacé de nous découper en morceaux. Elle nous traitait de prédateurs d'enfants et elle criait des obscénités et des menaces jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. La police a été appelée à plusieurs reprises, mais elle a répondu qu'il n'y avait rien à faire. Un policier a même dit « Je vais vous tuer ». Vous voyez, ça ne signifie rien si je ne le fais pas réellement. La voisine âgée n'avait pas été vue depuis plusieurs mois, mais les demandes de contrôle pour voir si tout allait bien ont été balayées de la main. Le conseil que j'ai reçu était qu'en tant que locataire, nous ne pouvions rien faire. Il a également été suggéré que c'était un comportement assez raisonnable, car les pleurs du bébé étaient probablement très ennuyeux. Depuis mon premier poste, nous avons emménagé chez ma grand-mère pour notre sécurité. La fille de la voisine a fini par faire un trou de la taille d'une balle de baseball à travers le mur mitoyen pour nous crier dessus et parfois nous regarder. L'odeur qui émanait de ce trou était indescriptible et sentait très mauvais. Nos caméras de sécurité l'ont filmé venant à la fenêtre de la chambre de mon fils vers 2 heures du matin. Presque tous les jours, le fixant et tenant son chat dans ses bras. Il a fallu attendre jusqu'au mois de janvier pour que la police puisse entrer dans sa propriété. Et la voisine âgée était décédée depuis au moins le mois de juin. Et sa fille avait gardé et exposé le cadavre de sa mère vêtue de ses plus beaux habits du dimanche, pourrissant dans une chambre. L'article de presse indiquait que la mère était morte de cause naturelle. Et vous en doutez, mais la fille, elle a été internée dans un établissement psychiatrique. La mise à jour du post est sortie quelques temps plus tard, apportant une logique à l'histoire. Le comportement de la fille de la voisine s'est probablement intensifié, non seulement à cause des pleurs du nouvel enfant, mais aussi à cause de la perte de sa mère qui pourrissait
dans une chambre. Cependant, il s'agit de Reddit. Et avec Reddit, on prend aussi le risque de devoir chercher la vérité dans une multitude de fausses histoires, conçues pour devenir virales. Ce qui a du coup amené beaucoup de gens à considérer que toute cette situation était en fait un canular. C'est juste un fake pour la fame. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est pas un fake. Et on va en avoir la preuve d'une manière assez inattendue. En creusant plus en profondeur l'histoire, certains internautes vont trouver des articles de presse décrivant une situation pratiquement identique à celle vécue par la personne ayant écrit le post. Dans la soirée du 29 janvier, un contrôle de welfare check, donc un contrôle pour s'assurer qu'une personne va bien, a été effectué au domicile de Cynthia Newman. Il s'agit d'une dame âgée de 65 ans. La dame n'avait pas été vue depuis des mois et il n'a pas fallu longtemps à la police pour comprendre pourquoi. Le corps de Cynthia Newman, 65 ans, a été retrouvé dans une chaise longue avec un oreiller sous la tête et sous le corps. Elle était recouverte de couvertures pour tenter de cacher le corps à la vue des curieux qui passaient devant chez elle. Le corps de Newman était couvert d'insectes et présentait des signes significatifs de décomposition, avec notamment des os qui étaient sortis de son corps et des endroits où la peau commençait clairement à se décoller. Il est également noté que les animaux vivant dans la maison ont aussi commencé à prendre part à la fête, et donc ils ont commencé à ronger le cadavre. La fille de Cynthia, Jacqueline, 41 ans, vivait avec le cadavre depuis plus de 7 mois, ne l'ayant jamais signalé aux autorités, car elle ne voulait pas être seule. Selon les articles écrits à ce sujet, Cynthia était morte de cause naturelle, mais sa fille elle va quand même être arrêtée pour avoir omis de signaler des restes humains chez elle, sa peine l'ayant conduit dans un établissement psychiatrique. Mais en entendant cette histoire, et en la mettant côte à côte avec la première, tout fait sens. Il devient clair que la forte puanteur qu'elle sentait à travers le trou dans le mur était juste l'odeur d'un corps en décomposition. Et que dans ce contexte, ce qui a commencé comme un obscur message passé relativement inaperçu sur Reddit, s'est en fait transformé en l'une des découvertes les plus sombres de la plateforme. Mais vous allez voir que c'est juste une mise en bouche. C'est de loin, mais alors clairement pas la pire. Comme vous l'avez vu, Reddit abrite du contenu assez dérangeant et c'est ici que nous trouvons un autre fil de discussion. Celui-ci nécessitant aucun contexte pour comprendre pourquoi il est bizarre. Redditors qui savent combien de temps il vous reste à vivre, à quoi ressemblent vos journées? Le message est devenu viral presque instantanément, alors que des centaines de personnes ont afflué pour raconter leurs histoires. Tous les meilleurs résultats provenant de ceux qui souffraient d'un type de maladie en phase terminale. Et vous vous en doutez, mais le facteur choc va énormément pousser l'algorithme à les mettre en avant. Un utilisateur a écrit « La SLA, pour sclérose latérale amyotrophique, progresse rapidement. Chaque jour, elle s'aggrave. Aujourd'hui, je n'ai pas pu mettre ma chemise. Pas assez de force et d'énergie pour manger. Bien qu'on me crie dessus pour avoir perdu du poids. Pas de douleur et j'en suis reconnaissant. Mais incapable de faire la plupart des choses que nous tenons pour acquises. J'ai des bras de T-Rex, je ne pourrai probablement plus marcher ou me tenir debout dans les prochaines semaines. Je travaille dur pour obtenir la prescription pour mourir dans la dignité. Ce n'est pas comme ça que je veux vivre. Je pense que j'aurai de la chance d'arriver à Noël, mais plutôt début novembre à ce rythme. Je ne veux plus vivre comme ça. Mes journées sont mitigées. Certains jours, je n'ai pas envie de sortir du lit, et quand je le fais, je n'arrive plus à trouver l'énergie de quitter la maison. J'ai des tumeurs partout dans ma colonne vertébrale. Donc, quand les choses tourneront vraiment mal pour moi, mes jambes seront probablement les premières à partir. C'est mon heure. Il m'a fallu beaucoup de morts avant de pouvoir respirer profondément et lâcher prise du stress de la vie. Parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire est de prendre une bière et de regarder la télé, et de ne pas vous sentir coupable. Il est facile de penser que vous devez absolument faire en sorte que chaque jour compte. Mais si je suis heureux, alors je suis heureux. Les exemples continuent comme ça pendant un nombre incalculable de posts, car de nombreux utilisateurs se sont réunis pour partager leurs expériences. Il est intéressant de voir comment toutes leurs réponses diffèrent. Avec certains, ils sont plutôt du côté positif de la chose, et au final ils ont trouvé une sorte de paix intérieure, tandis qu'il y en a d'autres, ils ont clairement du mal à accepter ce qui leur arrive quoi. Et la plupart d'ailleurs se sentent assez coupables de ce qu'ils vont faire subir à leur famille, et de ce que leurs familles traverseront bientôt une fois qu'ils seront partis. C'est simple, c'est tout simplement déprimant. Et malheureusement, toute la mécanique de ce subreddit est pire que ce que je vous ai traduit. J'ai omis un détail qui est dévastateur. Ces posts, ils ont été faits il y a plus de 5 ans. Et les comptes qui avaient partagé leurs histoires, bonnes ou mauvaises, sont devenus silencieux. Plus aucune réponse ou aucun update n'a été donné
depuis 5 ans, laissant les comptes de pratiquement toutes les principales histoires de ce feed abandonnés, sans mise à jour depuis des années. Ce subreddit n'est pas un groupe de personnes qui partagent à quoi ressembleront leurs derniers jours. Il vous montre et vous explique à quoi ressemblaient leurs derniers jours, car la grande majorité d'entre eux qui ont écrit des posts ne sont tout simplement plus parmi nous. C'est un subreddit qui est ultra lourd et pesant quand on sait que l'on lit littéralement des morts qui nous décrivaient pourquoi et comment ils vont mourir pendant qu'ils étaient en train de mourir. Je trouve ça absolument triste et horrible à lire, et bien qu'il s'est rien passé de plus dans le sens où il n'y a pas une grosse histoire d'horreur derrière, je trouve que c'est clairement celui qui va toucher le plus de monde en fait. Les amis, quand on apprécie le thème de l'horreur, et d'autant plus sur YouTube, on a tendance à se concentrer sur des vidéos et des chaînes assez dérangeantes. On peut aussi trouver parfois des extraits courts mais intenses sur des plateformes comme TikTok ou Instagram, et aussi avec Short sur YouTube, et du coup on voit souvent des extraits flippants de caméras de surveillance ou de passages de films d'horreur. Mais il faut savoir qu'il existe évidemment une autre forme de média, bien moins connue et qui pourtant peut impacter tout autant, voire plus. Il s'agit des photographies, et plus particulièrement un type de photo, les photographies finales. En gros, il s'agit ni plus ni moins que des dernières photos qui ont été prises dans la vie d'une personne. Ce que je trouve assez dérangeant avec ce format spécifiquement, c'est qu'on aura tous une dernière photo. On le sait juste pas en fait. Mais la photo qu'on a prise à un concert, un selfie dans le miroir de la salle de sport ou une photo prise avec un proche, c'est peut-être notre dernière photo de nous en vie. Et un petit peu comme les posts Reddit de gens qui sont en phase terminale, dont les écrits vont rester après leur mort, il existe des millions de photos sur internet de gens aujourd'hui décédés. Bon, jusque là je vous apprends pas grand chose, mais là où ça devient moins drôle, c'est quand la photo nous fait délibérément comprendre comment la personne est décédée. Et c'est comme ça qu'on arrive au sujet assez sombre des photos finales. Nous sommes le 18 avril 2021 et une pluie torrentielle ravage la ville d'Hudson au Texas. Plus de 60 cm de pluie s'est abattue sur les villes d'Amérique du Sud en une seule journée, inondant les rues et de nombreux cours d'eau à proximité, conduisant aussi les routes à être complètement recouvertes d'eau qui ressemblent plus à des flots déchaînés en fait. Et malheureusement pour Darren Mitchell, 21 ans, il ne se trouvera vraiment, mais alors vraiment pas, au bon endroit. Après avoir tenté de rentrer chez lui en passant par la route 105, les eaux ont rapidement envahi la route autour de lui au point qu'il était impossible pour sa voiture d'avancer ou même de démarrer, laissant Darren coincé dans son véhicule à la merci des eaux complètement déchaînées et de l'eau qui va rapidement monter. À ce moment, Darren sait qu'il n'y a aucun secours qui pourra venir l'aider sur place. Il est absolument seul au monde sur la Highway 105. Avant que Darren ne s'en rende compte, l'eau avait atteint le toit de sa voiture et celui-ci commençait lentement à s'embourber à travers une crevasse. Sentant qu'il était pris au piège, Darren a décidé d'appeler sa famille juste pour leur dire qu'il les aimait, tout en mentionnant qu'il avait réussi à sortir de sa voiture et qu'il était en sécurité. Sauf que ça, c'est faux. Je pense qu'à ce moment-là, Darren il s'est juste dit que, étant donné que c'est fini pour lui, il préfère juste rassurer sa famille et éviter que les derniers instants qu'ils passent ensemble soient des instants de cris ou de pleurs. Quelques minutes plus tard, il utilise son téléphone pour prendre cette photo. Et il la poste ensuite sur Facebook, avec la légende suivante « Et tout ce que je voulais faire, c'était rentrer chez moi ». Quelques instants plus tard, des spectateurs très inquiets voient le camion de Darren commencer à rouler avant de se retourner complètement et de disparaître, emporté par les eaux. Le corps de Darren sera retrouvé quelques jours plus tard, faisant de lui l'une des 5 victimes de cette inondation assez meurtrière. Et comme vous le voyez, la final photo, c'est vraiment une mécanique qui est absolument horrible. Il y a une autre photo finale qui est assez effrayante et elle provient d'un ex-couple qui participait à une randonnée dans la campagne de l'Alabama. Jolie Callen, 18 ans, et son petit ami Lauren Bunner étaient séparés depuis un certain temps, mais les deux ont décidé de faire une dernière randonnée pour se donner l'occasion d'accepter entre guillemets la fin de leur relation. À ce moment-là de l'histoire, quand ils sont partis en randonnée, Jolie elle avait tourné la page avec quelqu'un d'autre et était prête à commencer l'université. Mais elle voulait éliminer tout mauvais sentiment avec Lauren alors qu'elle commençait ce nouveau chapitre de sa vie. Et du coup, ensemble, l'ex-couple a voyagé dans les montagnes où Bunner a posté toute la journée des photos de la randonnée sur sa page Instagram. Comme vous pouvez le voir, il a posté des photos de son ex, Jolie, promenant son chien tout en admirant les magnifiques paysages et plein d'autres photos assez diverses. Et il y a ce dernier cliché qui montre à quel point les bois qui les entourent sont absolument vastes. Bunner, il prend cette photo et il la publie rapidement sur Instagram comme un moyen de partager et de garder ce souvenir. Sauf que pour Jolie, c'est son
derniers souvenirs. Quelques instants après avoir pris cette photo, Bunner il va poser son téléphone et il sort une arme de poing qu'il avait dissimulée dans sa poche. Il tire ensuite un coup de feu à l'arrière de la tête de Jolie avant de retourner son corps et de lui tirer dessus une autre fois, puis de traîner son corps jusqu'au bord de la falaise qu'il avait photographié quelques minutes avant. Puis il jette son corps sans vie. Faut savoir que Bunner, il a été arrêté le même jour après s'être rendu lui-même à la police. Il s'agissait clairement d'une attaque faite par jalousie parce qu'il avait juste pas accepté le fait que Jolie continuait sa vie, le laissant dans le passé. Et ce qui est fou, c'est que au moment où la photo a été prise, Jolie n'avait aucune idée du sort qui l'attendait et des plans assez funestes de Lorraine qu'il avait pour elle. Et c'est pour ça que je trouve que la mécanique des photos finales, elle est absolument horrible. Parce que la personne en tant que telle, des fois, elle sait même pas que c'est sa dernière heure et pourtant, c'est quand même photographié. Mais de toutes les photos finale dispo sur internet, et croyez-moi il y en a des masses, il y en a une que je trouve particulièrement effrayante parce qu'elle laisse tellement place à l'imagination qu'elle est horrible. Et tout le monde sait que le pire dans n'importe quel média flippant, c'est pas ce que l'on voit, c'est justement ce que l'on voit pas. Le 6 juin 2020, un groupe d'amis s'était réuni dans un parc pour célébrer l'anniversaire de Biba Henry, 46 ans. Alors que la nuit commençait à tomber et que la fête se terminait doucement, Biba et sa sœur Nicole ont décidé de rester dans le parc et de continuer la célébration, faisant la fête jusqu'à des heures très matinales, profitant vraiment de leur moment comme si c'était leur dernier. Sauf que ce qu'elles savaient pas, c'est que c'était le cas. Pour immortaliser les festivités, les sœurs vont installer un de leurs téléphones et commencer à se photographier. Le téléphone était connecté à un clicker que les filles utilisaient pour prendre des centaines de photos à la fois, ce qui va aussi documenter toute leur nuit. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un clicker, c'est un espèce d'appareil que tu poses contre ton écran de téléphone et qui va te permettre de rapidement cliquer sur un truc en particulier énormément de fois en très peu de temps. Et dans ce cas-ci, le clicker il a sûrement été posé sur le bouton qui sert à prendre les photos afin de faire ce qu'on appelle des photos en rafale. Elles prennent donc des centaines de clichés et tout se passe bien. Jusqu'à cette dernière photo. C'est extrêmement flou et il est difficile de distinguer quoi que ce soit, mais le contexte derrière la photo est absolument abominable. En la comparant à la photo prise juste avant, on a l'impression que les deux sœurs se sont retournées rapidement vers leur gauche en même temps, presque comme si quelque chose hors caméra avait attiré leur attention. On peut voir Nicole regarder à sa gauche et le corps de Biba Henry tourner dans cette même direction. Mais à part ça, rien d'autre ne peut vraiment être distingué. Ce qui rend du coup la situation d'autant plus bizarre qu'il sera révélé plus tard qu'il s'agit vraiment de leur dernière photo, car les deux sœurs sont retrouvées quelques heures plus tard, toutes les deux décédées, après avoir subi pas moins de 30 coups de couteau. Leur corps était caché sous des broussailles à proximité du lieu où elles ont fait les photos et les deux femmes ont été brutalement assassiné. Après une longue enquête, il a finalement été déterminé que les deux sœurs avaient été attaquées ce matin-là par Daniel Hassan, un jeune âgé de 19 ans qui avait en plus un mobile vraiment très bizarre. Il croyait qu'il avait en fait un pacte avec le diable qui lui avait dit que s'il sacrifiait 6 personnes tous les 6 mois, il gagnerait un jour au jackpot Powerball. Au passage, ceux qui savent pas, le jackpot Powerball, c'est pas comme chez nous. Quand le loto ici il atteint 50 millions, on est comme des dingues. Là-bas aux States, le jackpot Powerball, c'est 1,3 milliard de dollars. On joue vraiment pas dans la même cour. Et donc Daniel croyait vraiment que la seule chose qui se dressait sur son chemin entre lui et les milliards de dollars du jackpot, c'était le sacrifice de 6 personnes innocentes. Et c'est exactement ce qu'il va essayer de faire. L'après-midi de l'anniversaire de Biba Henry, Daniel avait vu leur groupe dans le parc en train de célébrer. Et lorsque ses amis sont partis et que la foule s'est dispersée, il ne restait donc que 2 personnes et il a décidé que ce serait l'occasion idéale d'accomplir son sacrifice. Et à ce moment-là, cette dernière photo, où les deux femmes semblent remarquer quelque chose sur leur gauche et se retourner, c'est le moment où Daniel il venait juste de sortir des bois, à peine hors du cadre, et qu'il allait justement commencer son attaque. Je trouve ça absolument dingue d'avoir la dernière photo en vie de quelqu'un qui, dans 35 secondes, se fait poignarder 30 fois. Pour la petite anecdote, le mec a fini en prison, il a pris 35 ans et il est très probable qu'il restera derrière les barreaux à vie. Et bien que l'histoire soit assez tragique, on peut quand même trouver un certain réconfort dans le fait que Daniel ne sera plus jamais en mesure d'exécuter le reste de ses sacrifices. Bon les amis, on vient de faire le support écrit avec les posts Reddit, on a fait le support photographique avec les dernières photos, mais figurez-vous que c'est toujours pas le dernier type de média qui peut cacher des histoires absolument horrible. Et c'est comme ça qu'on va s'intéresser à un autre support qui fait clairement partie des piliers de l'horreur et qui y contribuera largement, le format audio.
Il est 15h16 le 10 avril 2018. Un réceptionniste au standard du 911, le numéro d'appel de la police aux US, reçoit un appel de Kyle Plush, un jeune adolescent de 16 ans qui vient de subir un accident assez bizarre. Dans les minutes qui ont précédé cet appel, Kyle y venait d'arriver à l'école Seven Hills à Cincinnati, dans l'Ohio, et ce pour disputer un match de tennis. Il conduisait une Honda Odyssey de 2004, une fourgonnette qui comptait 3 rangées de sièges avec son équipement pour le match du jour rangé dans le coffre. Jusque-là, il n'y a rien de choquant, et pourtant je viens de vous expliquer littéralement le problème. Afin de récupérer son matériel, Kyle il est monté à l'arrière du véhicule et a tendu la main par-dessus les sièges de la dernière rangée, étendant son corps aussi loin que possible pour attraper son équipement. Sauf que le problème, c'est que le mécanisme de pliage du siège a été enclenché par erreur, ce qui l'a fait basculer dans sa position debout, emportant Kyle avec lui. En un instant, il se retrouve complètement coincé, incapable de bouger et maintenu par le siège de la voiture, la tête à l'envers, ne pouvant même pas bouger ses bras et ses mains. Et il est malheureusement pas suffisamment proche de son téléphone pour l'attraper. Heureusement, son téléphone est un iPhone et donc il a Siri, qu'il va utiliser pour appeler la police. Alors ceux qui ont un iPhone, ils savent déjà que avant d'appeler la police, Siri a très certainement mis un minuteur de 10 minutes et il a préparé une liste de courses dans Notes, mais finalement, heureusement, il a réussi à appeler la police. Et cet appel sera enregistré. Et c'est là que notre média commence. Hello? Hello? Where are you? Hello? Where are you? I can't hear you. Au téléphone, Kyle n'entend pas l'opérateur téléphonique qui lui répond, étant donné que la distance qui le sépare de son iPhone est beaucoup trop grande. Mais il va quand même tenter d'expliquer aussi clairement que possible qu'il a désespérément besoin d'aide. En raison de la position dans laquelle il est coincé, il avait déjà beaucoup de mal à respirer et il savait qu'il n'allait probablement pas survivre très longtemps, ce qu'il fait savoir très clairement à l'opérateur. Pour comprendre la suite de l'histoire et surtout pour comprendre pourquoi c'est si dangereux, faut comprendre pourquoi avoir la tête à l'envers, c'est vraiment une très mauvaise idée. En fait, ça vous est peut-être déjà arrivé quand vous étiez gamin de vous mettre la tête à l'envers en jouant sur votre lit ou sur votre canapé. Et normalement, après quelques secondes, vous sentez déjà un truc pas normal. Vous avez un mal de tête, vous avez le crâne lourd, vous avez des difficultés à respirer, il y a un truc qui va pas. Et ça, c'est juste quelques secondes. Mais qu'est-ce qui se passe quand on reste comme ça plusieurs minutes, voire plusieurs heures? Étant donné que l'afflux sanguin vers vos yeux, visage et cerveau se fait en quantité bien trop élevée à cause de la position, mais aussi à cause de la gravité, il y a un trop plein de sang qui peut vous causer à long terme des problèmes cardiaques, un œdème au cerveau et au visage qui va gonfler comme une patate, mais aussi des difficultés à respirer, un AVC ou même une hémorragie cérébrale. Bref, je vous conseille absolument pas de le faire. Malheureusement, c'est dans cette situation absolument horrible que se trouve Kyle. Moins d'1 minute plus tard, l'appel avec l'opérateur est coupé. Dans l'enregistrement, Kyle a clairement indiqué à l'opérateur où il se trouve, il lui a dit qu'il ne pouvait pas l'entendre et que sa vie était en danger. Ce qui a incité l'opérateur à envoyer immédiatement une voiture de patrouille à l'école et du coup à sa recherche. L'un des nombreux problèmes dans cette histoire, c'est que l'opérateur n'a jamais dit aux agents que Kyle croyait qu'il allait mourir. En fait, les agents ne comprennent pas à quel point la situation est grave, ce qui va donner lieu à une histoire absolument terrible. C'est assez fou, mais les agents qui sont arrêtés sur les lieux n'ont même pas pris la peine d'arrêter la voiture. Au lieu de ça, ils ont simplement traversé le parking sans savoir quelle voiture était celle de Kyle. Ils ont même pas pris la peine de baisser leur musique ou d'ouvrir la fenêtre. À vrai dire, ils étaient même plus intéressés par les types de voitures que conduisaient les jeunes. Alors que les agents poursuivent leurs recherches sans forcément se sentir inquiétés, un autre appel téléphonique est passé au 911. Encore une fois, c'est Kyle, dont le ton était maintenant radicalement différent. I'm in desperate need. Hello? I'm gonna die here. I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die. This is not a joke. Après que Kyle ait fait ses adieux, il essaie une fois de plus d'expliquer ce qui s'est passé, cette fois en fournissant le nom du parking dans lequel il se trouve, ainsi que la marque et le modèle exact de sa voiture. This is not a joke. I'm trapped inside my gold Honda Odyssey van in the Southwood parking lot of Seven Hills Theft. Send officers immediately. I'm almost dead. À ce moment-là, lorsque cette information est dite
à l'opérateur, les agents sont toujours dans le parking à sa recherche. L'aide est littéralement à quelques mètres de distance. Et en plus de ça, l'opérateur il a obtenu le ping du téléphone de Kyle, qui lui a du coup donné les coordonnées de son emplacement dans un rayon de 1 à 3 mètres de précision par rapport à son véhicule. Autrement dit, c'était quasiment une position exacte pour le retrouver, et du coup pour lui sauver la vie. Et pourtant, l'opérateur n'a jamais transmis cette information aux agents sur place. Alors que Kyle reste sur la ligne en train de lutter pour sa vie, les agents sur les lieux sortent du parking. Ils finissent rapidement leur rapport et continuent leur journée en déclarant « Je ne vois personne, mais je ne m'attendais pas à voir quelqu'un ». Cette phrase, elle montre clairement que les personnes impliquées dans l'affaire n'ont jamais vraiment cru que cette situation était réelle. Elles ont même considéré que c'était un canular. Quelques minutes plus tard, on enregistre les derniers souffles de Kyle et le téléphone coupe une dernière fois. Mais Kyle ne rappellera plus. Il faut 6 heures pour que le coffre de son van soit ouvert. Et non pas par la police, mais par son père, qui n'avait aucune idée que tout ça avait eu lieu et qui cherchait simplement le véhicule de son fils sur le parking. Pour au final retrouver Kyle renversé, la tête à l'envers, mort dans le coffre de sa voiture. Malgré les circonstances, Kyle a tout fait correctement. Il est resté calme, il était respectueux, il a décrit exactement où il était, il a donné le parking, le modèle de sa voiture, il a expliqué quelle était sa situation. Et malgré qu'ils avaient ses coordonnées, la police n'a jamais pris la peine de prendre son affaire au sérieux, croyant plutôt qu'il s'agissait d'une farce. Si l'opérateur avait simplement relayé la gravité de la situation et si les agents avaient été un petit peu plus motivés et étaient sortis de leur voiture, Kyle Plouche serait en vie. À la suite de la gestion catastrophique de l'affaire, les parents de Kyle, Jill et Ron, ont obtenu un dédommagement de 6 millions de dollars de la ville de Cincinnati, mais ils ont aussi juré de faire leur possible pour s'assurer que les appels au 911 qui se rapprocheront de ce genre de cas ne soient plus jamais aussi mal gérés et qu'une telle horreur ne se reproduise plus jamais. Et aujourd'hui, ces appels téléphoniques restent des exemples de graves erreurs commises par les forces de l'ordre et servent même d'exemple aux nouveaux qui sont en train d'être formés pour devenir opérateurs. Clairement, il s'agit d'une des histoires les plus choquantes et tristes que l'on peut retrouver sur internet et surtout que les audios sont totalement publics et libres. Donc on peut vraiment entendre jusqu'au dernier souffle un gamin en train de mourir. C'est horrible. This Friday, guess what's back at McDonald's? It's the Monopoly game. It's bigger and better than last time with $10 million in prizes to be won. So this Friday, go directly to McDonald's and play the Monopoly game. Have you had your break today? Nous sommes le 4 avril 2020 et il y a un homme qui vit à Baltimore, dans le Maryland, qui annonce en direct sur sa page Facebook que ce soir sera une de ses célèbres soirées Game Night. À cette époque, on est au confinement et c'était en vigueur dans les États-Unis, mais pratiquement dans le monde entier, de rester enfermé chez soi avec peu de possibilités de socialiser. Et vous allez voir que pour Ernest Wilson, 24 ans, ainsi que ses amis, une pandémie mondiale ne les a absolument pas empêchés de passer un très bon moment. Organisaient souvent des fêtes mettant en vedette des jeux comme le Monopoly et le Uno, ajoutant un côté un peu plus adulte en les transformant en jeux à boire, avec un jeu en particulier en tête de la liste ce soir-là, le cache-cache. La soirée a commencé avec Ernest invitant ses amis Facebook à venir à la soirée, leur faisant savoir que cette fois-ci, cette soirée jeu aura lieu dans un Airbnb plutôt que chez lui, bien qu'il n'ait jamais vraiment donné l'adresse en public parce qu'il s'agissait évidemment d'un événement sur invitation. Ce qui en plus est très clairement indiqué sur sa page et vous allez voir que ça aura son importance. S'il vous plaît, ne vous présentez pas avec quelqu'un que je n'ai pas personnellement invité si nous n'en avons pas discuté d'abord. Ils vont être laissés dehors. Ernest a pris ça tellement au sérieux qu'à un moment donné dans le live, il a même appelé l'un de ses téléspectateurs, déclarant carrément qu'il n'était pas autorisé à se présenter sous aucune circonstance. À partir de là, Ernest il va commencer et arrêter sa diffusion en direct sur Facebook à plusieurs reprises. Il va montrer la progression de la fête où beaucoup de monde sont restés pour participer au jeu de la soirée. À 2h du matin, il était temps pour l'événement principal de commencer, sur le point de jouer à cache-cache. C'était la légende de la dernière diffusion en direct d'Ernest concernant la soirée, qui montre son groupe d'amis se préparant à jouer, éteignant toutes les lumières dans la maison avant qu'Ernest lui-même ne sorte, assumant alors le rôle du chercheur et commençant son compte à rebours alors que la caméra continue de tourner.
Après 30 longues secondes, il était temps pour Ernest de retrouver ses amis. Ernest commence alors la recherche à l'intérieur de la maison. Tout se passe bien jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose. Selon Ernest, quelqu'un essaie d'entrer par la porte principale. La personne ne savait pas qu'Ernest venait de la verrouiller et Ernest suppose qu'il s'agit de l'une des personnes qu'il est censé chercher et voyant qu'il s'enfuit dans la cour, Ernest se rend lui aussi dans la cour pour trouver la première personne du jeu. Ernest retourne alors la caméra et va révéler un homme qui saute par-dessus un muret. Le problème c'est qu'Ernest, il a aucune idée de qui est cette personne, mais il semble supposer sur le moment qu'elle essaie probablement d'entrer dans la fête sans vraiment trop le prendre au sérieux, d'où son attitude assez décontractée. Mais vous allez voir que son attitude elle va très rapidement changer. À ce moment-là, le live stream d'Ernest il s'interrompt brusquement et il ne le reprendra plus jamais. Selon les personnes présentes à la fête, cet homme inconnu a sauté la clôture et a brandi une arme à feu, déclarant qu'il était là pour cambrioler le Airbnb. Il était aussi suivi par une autre personne que le groupe n'a pas non plus su identifier. Ernest a fait de son mieux pour s'enfuir, mais a finalement été rattrapé dans la maison, où quelques minutes plus tard, et pour des raisons qui restent encore inconnues, l'homme vu en train de sauter la clôture a tiré sur Ernest. Il lui tire 2 fois dessus et met fin à ses jours. Les tueurs ont rapidement fui les lieux sans blesser personne d'autre, et même sans voler quoi que ce soit. Comme vous l'avez vu, les images sont très troublantes, sachant que nous assistons aux derniers instants d'un homme qui s'amuse simplement à faire un cache-cache avec ses amis, ce qui rend ce live absolument horrible. Et le truc c'est qu'on n'a aucune idée de qui est cette personne, ni pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, même après 4 ans et demi. Les assassins d'Ernest Wilson n'ont pas encore été identifiés. Les détectives qui travaillent sur l'affaire ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait probablement d'un vol qui a mal tourné, potentiellement stimulé par les habitudes de publication d'Ernest, parce que pour le dire franchement, il était trafiquant de drogue. En fait, sur sa page Facebook, il montrait souvent d'énormes quantités de produits, y compris lors de ses diffusions en direct, et souvent il racontait qu'il en amenait à ses fêtes, et ce même jour, Ernest il avait même publié en fait un message sur combien d'argent il avait sur lui, ce qui aurait clairement pu stimuler quelques individus motivés à passer à l'acte. En ligne, il y a certains internautes qui vont émettre l'hypothèse que ce vol il pourrait être commis par la personne qui est entrée dans le livestream d'Ernest plus tôt dans la nuit, et avec qui Ernest s'est engueulé. Malheureusement, cette personne n'a jamais été retrouvée. Le sentiment le plus courant en ligne, c'est que c'est les amis d'Ernest qui sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans l'affaire. En fait, on va vite remarquer que aucun d'entre eux n'a été blessé et que aucun de leurs biens n'a été volé, ce qui est déjà vachement étrange pour un cambriolage. Rappelez-vous que Ernest, il a jamais partagé l'adresse de son Airbnb, du moins pas publiquement. Donc c'est forcément l'une des personnes qui était là qui a leak l'adresse. Et d'ailleurs, un des détails que les internautes ont remarqué, qui est un des trucs les plus effrayants, c'est que lorsque le vol se déroule et que le jeune homme se fait tirer dessus, on peut entendre l'un de ses amis présent à la soirée rire en arrière-plan. Encore une fois, c'est un cas absolument horrible parce qu'on assiste à la mort de quelqu'un en direct, et à ce jour, le cas d'Ernest se perd lentement sur internet et nous laisse pour l'instant avec seulement des questions. Les flux vidéo en direct sont souvent une mine d'or de moments troublants qui se déroulent en ligne et que personne ne peut contrôler. Et vous allez voir que si le cas d'Ernest il est effectivement troublant, il y en a un autre qui l'est encore plus. Parce qu'à défaut du live précédent, on a trouvé le coupable. Et franchement, il aurait mieux valu ne jamais savoir qui était derrière l'histoire. Tout l'événement va se dérouler le 22 janvier 2017 lorsqu'une fille de 14 ans nommée Naika Venant a lancé un live Facebook avec la légende suivante « I don't wanna live anymore ». En gros, je ne veux plus vivre. Dans le live, Naika a parlé de la difficulté de sa vie. Au fil des années, elle a été placée dans de multiples foyers d'accueil, elle a subi des traitements allant juste de nuls et pas efficaces du tout à carrément abusifs, ce qui l'amena petit à petit à vouloir en finir. Et je le redis encore, mais la petite elle a 14 ans, donc il y a un gros problème. Au fur et à mesure que la diffusion en direct va progresser, des centaines de personnes ont afflué dans le live pour voir ce qui se passait. En fait, la nouvelle s'est rapidement répandue que quelque chose d'horrible était sur le point de se produire en direct, et évidemment la curiosité morbide oblige, il y a beaucoup de gens qui sont vite venus sur le live. Selon de nombreux téléspectateurs, ceux qui ont participé aux commentaires n'avaient aucune sympathie pour la jeune fille. Beaucoup se sont moqués d'elle, la traitant de tous les noms et commentant même des emojis de rire alors qu'elle essayait désespérément de s'ouvrir sur ses difficultés à vivre sa vie et même sur ses envies d'en finir. En fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'il y a une bonne partie des spectateurs qui ne considèrent pas son live comme un appel à l'aide, mais comme un appel à l'attention. Certains l'ont donc même carrément poussé à poursuivre ses envies, à en finir avec la vie en direct. Et le gros problème, c'est que tragiquement,
elle va le faire. Et tout ça pendant que la caméra continue à filmer. Cependant, même après s'être donné la mort, le comportement du chat n'a pas cessé. Beaucoup ont expliqué que c'était un fake pour les vues et qui s'en fichaient pas mal qu'elle soit morte en direct. Et les commentaires les plus haineux l'ont insulté et sont devenus encore plus intenses, alors que son corps manifestement décédé était littéralement en live sur Facebook. Et vous allez voir que cette histoire, elle va malheureusement aller beaucoup plus loin. Les choses vont déraper et aller au-delà des commentaires. En fait, les gens qui connaissaient Naika dans la vraie vie ont commencé à venir sur le live et à faire des vidéos parodiques de Naika, reproduisant la position dans laquelle elle est morte pour se moquer d'elle. Et il aura fallu plusieurs heures avant que la police ne soit enfin appelée et viennent récupérer son corps. Et le live a été coupé par Facebook peu de temps avant l'arrivée des forces de l'ordre. La partie humaine de l'histoire est clairement ce qui fait le plus peur et me dégoûte le plus. Et le pire, c'est que c'est même pas le plot twist de l'histoire. Il y a bien pire que ça. Lorsque Naika se donne la mort, elle dit, parmi toutes les raisons d'en finir, ceci. Elle voulait juste être avec sa vraie mère, qu'elle aime tant. Sa mère, Gina Alexis, a affirmé qu'elle aussi voulait désespérément être réunie avec sa fille, et après sa mort très médiatisée, Gina s'est présentée lors d'une conférence de presse pour discuter de la tragédie. Sa mère biologique s'est bien évidemment effondrée en parlant de la mort de sa fille, où elle a blâmé l'ensemble du système de placement de famille d'accueil pour tout ce qui s'était passé et tout ce qu'ils avaient fait à sa petite fille, estimant qu'ils n'avaient absolument pas fait le travail nécessaire pour assurer la sécurité de Naika, et surtout qu'ils n'avaient pas réussi à essayer de la réunir avec sa fille, ce qui l'a malheureusement poussé à se donner la mort. En raison de l'émotion et de la nature choquante de l'affaire, le reportage est devenu rapidement viral, ce qui a conduit à un large soutien pour la mère en deuil. Cependant, ça a également amené certaines personnes à examiner d'un peu plus près l'histoire. Et c'est là qu'on met en lumière une information qui a rendu l'affaire encore plus sombre. Le jour où Naika a mis fin à ses jours en direct, on remarque que sa mère était en fait dans le chat du live, en train de le regarder, avant et après que sa fille se soit donné la mort. Elle a vu sa propre fille faire une dépression nerveuse, elle a vu et lu toutes les personnes dans le chat se moquer d'elle, la pousser à la mort, tous ces gens qui l'ont encouragée à se tuer en direct et à faire des blagues alors que son corps décédé était encore en live sur Facebook. Et non seulement elle a vu et elle a lu tout ça, mais le gros problème, c'est qu'elle les a également rejoints. Dans un live stream où l'une des dernières choses que Naika ait faites était qu'elle voulait désespérément revoir et être réunie avec sa mère, mais elle a poussé activement sa fille à se tuer, laissant ce commentaire où elle disait carrément « Peu importe que tu vis ou tu meurs, la vie continue ». Les médias ont également découvert que la raison pour laquelle Naika avait été retirée de la garde de sa mère était que Gina l'avait battue plus d'une trentaine de fois avec une ceinture lorsqu'elle n'avait que 6 ans. En plus de ça, Gina envoyait souvent des SMS à Naika pour lui rappeler qu'elle ne voulait rien savoir d'elle et que c'était une erreur. Et bien que la jeune fille les suppliait fréquemment de faire partie de sa vie, elle a toujours refusé. Finalement, Gina disait à l'assistante sociale que sa fille Naika était la raison de tous ses problèmes. Et après la mort de Naika, Gina elle a eu l'audace de passer à la télé pour tenter de susciter la sympathie pour une mort à laquelle elle avait clairement contribué. Et vous allez voir que c'est pas le pire. La page Facebook de Naika, aujourd'hui encore, elle est toujours active. Elle publie rien, mais le compte de Naika republie constamment le contenu d'une autre page Facebook. Une page Facebook gérée par sa mère. En fait, après la mort de Naika, Gina, elle a pris le contrôle du compte Facebook de sa fille où elle republie maintenant son propre contenu dessus. En gros, elle produit du contenu visant à se défendre du fait qu'elle ait abandonné Naika et participé à sa mort. D'ailleurs, il y a même certains messages où elle fait la promotion de son podcast sur le compte de sa fille décédée, en live sur Facebook. En fait, ce qui est fou, c'est que Gina, elle essaie de se créer une sorte de carrière et de business en tant qu'influenceuse en essayant de surfer sur la vague de la fame que la mort de sa fille lui a apporté. Faut savoir qu'elle publie aussi du contenu vidéo qui recueille de la sympathie pour la perte de sa fille ainsi que des conseils parentaux pour les parents qui galèrent avec leurs enfants. C'est incroyable de savoir que des gens comme ça existent tout simplement. Le 11 juin 2009, un jeune homme nommé Eugène Latta s'est rendu sur un forum d'exploration urbaine et a écrit dans un anglais assez approximatif: Bonjour, j'aimerais vous parler des catacombes d'Odessa. Odessa n'est pas loin de la capitale de l'Ukraine, Kiev, et sous Odessa se trouvent effectivement les plus grandes catacombes du monde. Leur longueur totale est de plus de 2500 km et ces catacombes sont donc beaucoup plus grandes que les catacombes de Paris. Durant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux citoyens vont se cacher dans ces fameuses catacombes et beaucoup d'entre eux vont y vivre pendant des années. Donc aujourd'hui, il est clairement possible de retrouver des armes, des équipements
équipements militaires et même des cadavres. Chaque année, il y a beaucoup d'explorateurs qui s'y perdent et qui y meurent. Son message, il était accompagné d'une série de photographies du labyrinthe souterrain qui s'étendait sur 2500 km. Des chemins où il semble clairement très facile de se perdre. Sachant que c'est en plus enfui profondément sur la surface de la Terre, c'est des clichés qui foutent un peu mal quand même. Cette structure, c'est principalement le résultat de l'exploitation minière du calcaire il y a de nombreuses années. Et bien qu'utilisée pendant un certain temps, elle n'a jamais été correctement cartographiée et n'a donc été en réalité que très peu souvent explorée. C'est essentiellement un espèce de gros labyrinthe sombre qui ne mène souvent nulle part. Étant donné que la région de Odessa n'était pas très connue en 2009, le poste a été accueilli avec une certaine stupeur. Les autres explorateurs urbains ou urbexeurs ont été agréablement surpris des photos de l'emplacement et des clichés que Lata avait pris. Et évidemment, ils voulaient en voir encore plus, et comme il était natif de la région, les internautes lui ont rapidement demandé de prendre d'autres photos des catacombes. Et Lata a tenu sa promesse. Et c'est là qu'on en arrive à cette photo. Et faites gaffe parce que elle est un petit peu choquante. Il s'agit du cadavre d'une jeune fille de 19 ans qui s'était perdue dans les labyrinthes et qui n'a jamais pu retrouver la sortie. Bien qu'elle soit censurée pour la vidéo, l'image montre 3 jeunes garçons fixant la caméra dans le vide alors qu'ils se tiennent derrière un corps extrêmement décomposé. Vous vous en doutez, mais cette image elle a suscité beaucoup de réactions sur le forum, dont certains utilisateurs qui ont commencé à faire pression sur Eugène pour obtenir plus d'informations sur cette jeune fille et son cadavre. Et bien sûr, c'était une histoire que Lata connaissait très bien et qu'il n'aura donc pas de mal à partager à la communauté. Voici donc l'histoire du cadavre. Nous sommes le réveillon du Nouvel An, le dernier jour de l'année 2004. Lorsqu'un groupe d'adolescents descend dans les catacombes pour commencer leur célébration. Il y a environ 3600 autres endroits sur Terre et manières de fêter le Nouvel An, mais étrangement, c'est vraiment pas très rare à l'époque de retrouver des jeunes qui y font des fêtes dans cette grotte, parce qu'en fait, il y a de nombreuses entrées qui sont encore très facilement accessibles. Pour le coup, celles qu'ils ont utilisées pour rentrer se situaient juste à côté d'une école publique et étaient clairement accessibles. En fait, ils ont laissé une grande ouverture à la merci des curieux, ce qui en faisait vraiment un endroit idéal pour que des amis puissent prendre quelques verres et se faire des petites frayeurs. Alors que le groupe commençait à avoir un coup de trop dans le nez, l'une des filles qui les accompagnait s'est éloignée. En fait, elle cherchait un endroit pour se soulager. Malheureusement, la jeune femme va rapidement se perdre et se retrouver complètement seule. Elle a crié, demandé de l'aide, mais les tunnels étaient tellement longs et vastes que ses cris resteront sans réponse. Chaque pas qu'elle faisait la conduisait de plus en plus dans l'obscurité. On ne sait pas si ses amis ont essayé de la retrouver, surtout à cause de leur état d'ébriété assez avancé, mais aussi parce qu'ils vont littéralement quitter les tunnels sans leur ami et ne sont jamais revenue la chercher. Pendant des jours, elle a très probablement erré dans ce labyrinthe et après ce qui semble être 3 jours assez horribles, son corps a été retrouvé à environ 5 km de la sortie la plus proche. En regardant l'une des seules cartes existantes de ce système de tunnel, elle n'a jamais eu la moindre chance. Elle aurait simplement jamais vécu assez longtemps pour marcher jusqu'à la sortie la plus proche. Et ça, c'est basé sur la direction qu'elle semblait avoir prise lorsqu'elle a été retrouvée. En fait, à la seconde où elle a décidé de s'éloigner de son groupe d'amis, elle était déjà condamnée. On ne sait pas si c'est la déshydratation ou l'hypothermie qui l'a tuée, mais selon certains, sur la base de la photo qui est publiée sur internet, le cadavre semble avoir le crâne fendu. Ce qui implique que dans une tentative désespérée de mettre fin à son calvaire, elle a très certainement frappé sa tête contre un mur jusqu'à se donner la mort. C'est juste absolument horrible. Et 3 longs mois plus tard, en avril 2005, Eugène et son groupe d'amis tombent sur ce corps et ils rapportent immédiatement leur découverte à la police. Faut savoir qu'à ce moment-là, les forces de l'ordre vont refuser d'essayer de s'y aventurer et de la récupérer parce qu'ils savaient à quel point l'environnement et les tunnels étaient beaucoup trop dangereux parce qu'ils étaient tellement peu cartographiés. Il aura donc fallu 2 ans pour que son corps soit récupéré. L'histoire elle est vraiment inimaginable et c'est assez angoissant de savoir qu'elle a été piégée dans un endroit comme celui-ci sans aucun moyen de s'échapper. Et en raison de la nature assez horrible de l'histoire et de la photo, elle s'est rapidement répandue dans tout le monde et surtout sur internet où elle est devenue une espèce de légende urbaine qui va beaucoup faire réagir. Et ça c'est surtout parce que on se pose de très bonnes questions sur l'histoire. Les amis de Masha ont-ils été impliqués d'une manière ou d'une autre dans sa mort? L'avait-il abandonné là exprès et Eugène en savait-il plus que ce qu'il prétendait? En 2015, soit une décennie après que cette photo a été prise, un journaliste nommé Mike Pearl s'est emparé de l'affaire dans l'espoir d'écrire un petit article d'Halloween pour Vice. Et dans ses recherches, il a fait une découverte plutôt inattendue. Masha n'existe
Tout simplement pas. Pearl n'a en réalité jamais été en mesure de trouver une preuve vérifiable et fiable qu'une fille nommée Masha n'ait jamais disparu dans cette région. Il n'a pas été en mesure de trouver des actes de décès de quelqu'un qui porte ce nom, ni même des rapports sur un corps retiré des catacombes pendant cette période. Comme vous avez pu le voir, il y a quelque chose qui colle pas. Et c'est devenu encore plus étrange. Quelque temps après que la photo ait commencé à vraiment faire le tour du monde, l'un des explorateurs des catacombes de l'Odessa a publié une déclaration sur son propre site web concernant Masha, qui disait simplement: à part la photo originale, il n'y a pas une seule personne, civile ou policière, qui peut confirmer l'histoire. Nous pensons donc que c'est juste une blague et que le cadavre est un faux. Suite à cette révélation, Pearl a pu retrouver Eugène, qui n'a pas été en mesure de raconter où le corps avait vraiment été vu, ni même comment entrer en contact avec les autres amis qui étaient avec lui lorsqu'ils ont pris la photo. Et d'ailleurs, il n'y a jamais personne sur cette photo qui s'est jamais manifesté pour soutenir son témoignage, ce qui rend la crédibilité d'Eugène et son histoire un petit peu bancale. Cependant, et c'est là que se trouve tout le mystère de cette histoire, c'est que si on regarde la photo, c'est un cadavre. Vous n'avez pas les photos, donc c'est normal que vous le voyez pas, mais toutes les personnes qui l'ont vu disent la même chose. C'est un corps en décomposition. Un vrai. Mais il reste alors une question. Si l'histoire de Masha n'est pas vraie, c'est qui? Encore aujourd'hui, on n'en a aucune idée. C'est un mystère qui reste absolument entier. On sait qu'il y a un cadavre sur cette photo et on sait qu'il est dans cette grotte, mais impossible de le relier à quoi que ce soit d'autre que l'histoire de Masha, qui pourtant semble fausse, mais le cadavre, lui, il reste vrai. Donc c'est vraiment une histoire de dingue. C'est que on saura peut-être jamais qui est cette personne, si c'est vraiment Masha et comment elle est morte. Et si ce cadavre il est encore là-bas quelque part, il est très probablement perdu dans le passé, parce que les sections des catacombes sont connues pour s'inonder et s'effondrer très régulièrement, ce qui a probablement enfermé le corps et qui l'a coupé du monde extérieur. Donc pour l'instant, et potentiellement pour toujours, l'histoire de Masha restera un des plus gros mystères partagés sur internet. Nous sommes en septembre 1985 et un chasseur se promène sur le terrain boisé de Christie Creek, dans le Montana, sur la piste de quelque chose d'assez gros. Et non, c'est pas ma bête. Il chassait en fait un gros ours noir et il a réussi à lui tirer dessus, ce qui a fait décoller l'animal, laissant une grosse traînée de sang derrière. Il a donc suivi cette piste avant de tomber sur un fossé peu profond, où il a trouvé un corps. Sauf qu'il va pas retrouver le corps de l'ours, il va retrouver le corps d'une femme, réduit à l'état de squelette. Et c'est là qu'on va rentrer dans le dernier type de contenu que je ne savais même pas que ça existait en fait. Les restes ont rapidement été envoyés pour une analyse médico-légale, bien que en fait il y ait très peu de choses qui aient pu déterminer quoi que ce soit, à part le fait que c'était une femme, qu'elle était jeune et qu'elle avait été assassinée, parce qu'on avait retrouvé 2 impacts dans son crâne. Comme il n'y avait pratiquement aucune autre information sur laquelle s'appuyer, une équipe de spécialistes du FBI a commencé à créer un composite. En gros, ça veut dire qu'ils ont créé un modèle de ce à quoi cette femme aurait pu ressembler, basé sur son crâne. Et voici le résultat. Il s'agit de leur première tentative de représenter cette femme, qu'ils surnommeront plus tard Christie Crystal Creek. L'étrangeté et le bizarre de ces représentations est juste pesant. Et récemment, je suis vraiment tombé dans le monde des croquis et des reconstitutions policières, et il existe vraiment un espèce d'iceberg des croquis les plus dérangeants. Et même si ceux-ci peuvent être très utiles pour conduire à des résultats convaincants pour la police, il y a quand même des moments où il semble presque pas humain, avec de nombreux exemples comme celui de Christie partagé en ligne sur le site web du FBI afin d'obtenir l'aide du public pour identifier des victimes. L'un des exemples les plus notoires de cette niche est apparu des décennies plus tard en 2014. La découverte a été faite le 5 juin de cette année-là, alors qu'un groupe d'ouvriers tondait l'herbe dans la ville de Geneva dans le Wisconsin, lorsqu'ils ont remarqué une paire de valises d'où émanait une odeur assez étrange. À l'intérieur se trouvaient 2 corps appartenant à 2 femmes, toutes 2 à divers stades de décomposition, et toutes les 2 semblaient avoir été étranglées à mort. L'une d'entre elles a rapidement été identifiée comme étant Laura Simonson, âgée de 37 ans, tandis que l'autre était dans un état bien pire. Et il s'est avéré extrêmement difficile de distinguer les traits de son visage. Mais ça ne va pas les empêcher d'essayer. Il s'agit de l'un des exemples les plus tristement célèbres de reconstitution en raison de son apparence vraiment très peu naturelle. Le visage de cette femme, il est tellement connu qu'il s'est même transformé
en un mème et il a même été utilisé dans un jeu vidéo. Et vous allez voir que c'est pas le seul visage de reconstitution qui est absolument badant. Un autre visage qui donne un gros sentiment de malaise, c'est celui qui a été fait après la découverte en avril 1977 d'un couple dans l'Alberta au Canada qui retournait en fait dans leur cabane qui était souvent abandonnée afin de vider leur fosse septique. Et ils y ont retrouvé un corps flottant à l'intérieur. Le corps était déjà dans un état qui laissait clairement deviner une mort brutale et qui présentait des signes de torture extrême parce que l'homme en question avait été battu, mutilé, brûlé avec des cigarettes et en raison de l'état du corps, il était impossible de l'identifier. Une reconstitution du visage a été faite et à l'aide d'un modèle informatique du crâne de l'homme, ils ont reconstitué son visage. Il sera plus tard surnommé Septic Tank Sam et il y a quelque chose de vraiment déprimant dans ce composite. On a presque l'impression qu'il est encore en train de subir les sévices mortels de son agresseur. En fait, ça nous rappelle que c'est vraiment des vraies personnes qu'on est en train de regarder, qui ont une vraie histoire, des vrais noms, et qui ont été réduites à des images assez malaisantes, et à qui on a donné des surnoms vraiment bizarre. Il y a aussi un autre côté, c'est quand on n'essaie pas de faire des victimes, mais qu'on essaie de faire des suspects. Et vous allez voir que ces moulures peuvent être carrément horribles. Au fil des ans, il y a eu de nombreux tueurs en série que les forces de l'ordre ont eu du mal à identifier, voire n'ont pas pu identifier avec certitude, les obligeant donc à se tourner vers ces mêmes méthodes de croquis et de recréation de visages. L'un des exemples les plus sombres étant celui du tueur du lac Bodom. Nous sommes le 5 juin 1960 et 4 adolescents finlandais étaient en camping au lac Bodom, dormant paisiblement dans leur tente au bord du lac, lorsqu'ils ont été attaqués. Un homme tenant un couteau a commencé à les poignarder à travers la tente. Il va ensuite matraquer de coups le groupe de jeunes avec un objet encore aujourd'hui non identifié. Cette nuit-là, 3 des adolescents ont été tués, tandis qu'un seul a réussi à survivre avec des blessures très importantes. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il avait vu cette nuit-là, le seul survivant a affirmé que l'homme qui les avait attaqués était habillé tout en noir et avait de grands yeux rouges. Sur la base de ces récits et d'autres observations potentielles, un croquis de ce à quoi cet homme aurait pu ressembler a été fait. Et le résultat est assez déroutant. Cet homme, on le surnomme le Bug Eyes McLeap en raison de la façon dont ses traits du visage semblent très peu naturels, en particulier ses yeux. Ce qui soulève aussi une question. Est-ce que l'une d'entre elles a réellement fonctionné? Est-ce qu'on a pu retrouver des gens avec ça? Et bien en fait, sur ces 4 personnes dont je vous ai parlé, 3 ont été identifiées. Christy Crystal Creek a été identifiée comme étant Janet Lee Lucas, une jeune femme de 23 ans qui aurait été la dernière victime identifiée du tueur en série Wayne Nance. Cette identification étant le résultat d'une généalogie médico-légale. Le deuxième exemple, et surtout le plus connu, a été identifié comme étant Jenny Gomez, qui avait été étranglée par Steven Zilich, un homme surnommé le meurtrier de la valise de Wisconsin. Ce qui laisse du coup 7 dernières personnes. Un tueur qui aurait au moins tué 3 adolescents. Il n'a malheureusement jamais été identifié, et franchement c'est pas très étonnant parce que les caractéristiques de cette personne semblent tout simplement impossibles et inhumain. En fait, il a l'air beaucoup trop étrange pour être réel. Et pourtant, même s'il n'a pas été identifié avec certitude, ça signifie pas pour autant qu'il a potentiellement jamais été photographié. Peu de temps après le meurtre des adolescents, des funérailles ont eu lieu en leur mémoire. Et à ces funérailles, il y a une grande foule d'habitants qui étaient présents. Et debout, au centre de cette foule, se tient un homme dont les traits semblaient impossibles et inhumains. Cet homme ne sera plus jamais photographié nulle part et son lien avec l'affaire n'a jamais été officiellement confirmé. Mais je trouve ça absolument dingue qu'on ait retrouvé un mec qui lui ressemble, voire peut-être que c'est le tueur des adolescents et que le mec est venu à l'enterrement des adolescents. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu vous partager des histoires d'internet qui étaient un petit peu en vrac. J'ai plus de voix, c'est horrible. Et je me suis dit que l'horreur d'internet c'était un format qui pouvait vachement marcher sur la chaîne. Comme d'habitude, dites-moi si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous avez aussi des choses à rajouter, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Encore une fois, merci à MyHeritage de nous avoir accompagnés sur cette vidéo. MyHeritage vous offre 14 jours gratuits, mais en faisant ça, vous soutenez pas seulement MyHeritage, vous soutenez aussi de fou la chaîne parce que ça nous permet de continuer les vidéos, de faire des trucs de plus en plus quali et de pouvoir avancer sur de futurs projets. Donc c'est vraiment un très gros soutien à nous. Et pour ma part, je vous retrouve dans une ancienne ou une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous, c'était Julano, ciao.